Bonjour à tous et bienvenue dans CyberTalk, le podcast de la Cyber Security Coalition, podcast mensuel, vous le savez, dans lequel j'interviewe des personnalités du monde de la sécurité en ligne. Alors aujourd'hui on fête un anniversaire en fait. Aujourd'hui, on va parler de la directive NIS 2 qui va avoir un an dans quelques semaines. J'aimerais qu'on fasse le point avec nos invités que je vais vous présenter dans une petite seconde sur la situation. Un an plus tard, qu'est-ce que ça veut dire? On va pouvoir aussi voir un aperçu des défis qui ont été liés à la mise en œuvre de cette directive NIS 2. On en a beaucoup parlé dans les premiers mois de la directive. Et puis, j'espère pouvoir, avec mes invités, partager des conseils pratiques et une perspective sur les prochaines étapes. Alors pour parler de tout ça, et c'est un très beau programme, j'ai le grand plaisir d'accueillir Stéphane André, qui est juriste au CCB et spécialiste, on le sait, il est connu, de la directive NIS 2, et Cédric Secotti, Chief Enterprise Cyber Resilience Architect chez Infrabel. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors juste avant de commencer, je me permets de garder le micro quelques secondes pour faire un petit point sur NIS 2. Avant de parler de son anniversaire, je vais revenir un peu à sa naissance, parce qu'elle n'a qu'un an et que c'est pas si loin, et parce que c'est important. Pour ceux qui le savent et qui se travaillent dans la sécurité informatique depuis un certain temps, ils savent que NIS, c'est pas nouveau, ça date de 2016 et l'Europe, à l'époque, poursuivait un objectif majeur, assurer un niveau de sécurité informatique évidemment élevé et commun pour les réseaux et les systèmes informatiques dans l'Union européenne. Mais quelques années plus tard, on s'est quand même rendu compte que, d'abord, le nombre de cyberattaques, leur sophistication grandissait. Et puis, il s'est passé aussi quelque chose, c'est le fait que on a eu affaire à une harmonisation de NIS 1 qui était plutôt disparate entre les différents États européens. Alors l'Europe a décidé de mettre à jour cette directive NIS, et c'est ainsi que NIS 2, la petite sœur, a été adoptée le 27 décembre 2022 avec une date entrée en vigueur du 18 octobre 2024, et donc en 2025, le 18 octobre, elle aura un an. Et les principaux objectifs restent les mêmes, mais on va les rappeler: renforcer les obligations des États en matière d'organisation cyber, améliorer la collaboration cyber entre les États membres, et puis, et ça c'est assez nouveau et très important, renforcer certaines organisations privées, ou plutôt les forcer, et même publiques, à prendre des mesures afin de garantir leur cyber-résilience. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Moi, je pense que tu as quand même assez bien déjà décrit le sujet. C'est vrai qu'en passant de NIS 1 à NIS 2, on a quand même fait un grand pas en avant. Il y a, comme tu dis, beaucoup plus d'organisations qui maintenant sont concernées. On ne regarde plus, comme c'était le cas dans NIS 1, certains systèmes en particulier. Maintenant, on se concentre vraiment sur les organisations en tant que telles. On regarde uniquement quels services ils fournissent et quelle taille ils ont. Et ces deux critères, ils sont déjà suffisants pour devoir respecter les obligations de NIS 2. Donc oui, comme tu dis, l'Europe s'est bien rendu compte qu'il y avait des éléments qui n'étaient tout simplement pas suffisants dans le cadre de NIS 1. Les mesures n'étaient pas suffisantes, on n'allait pas assez loin. Donc on a vraiment apporté bien plus de détails, plus de procédures, plus de missions, plus de tâches, plus d'obligations, pour un peu résumer tout. Donc il y a plus à faire pour les autorités, mais aussi, évidemment, pour les entités concernées. C'est vrai que du côté d'une entité comme Infrabel qui était déjà soumise à NIS 1, l'arrivée de NIS 2, d'abord on a entendu du plus, donc comme le disait Stéphane, faire plus, montrer plus, prouver plus grand scope, etc. Mais l'un dans l'autre, quand on a intégré NIS 1, on s'est dit, oui, il manque quand même quelques trucs. On s'est bien rendu compte qu'il manquait quelque chose quand on le vivait de l'intérieur et surtout quand on se fait auditer, on se dit, OK, bon, nos scopes est celui-là, on voudrait aller plus loin, mais enfin, on nous demande que ça. Donc de mon côté, moi, j'étais content de voir NIS 2 arriver parce qu'enfin, on mettait sur papier le petit plus qui manquait ou le plus qui manquait ou les zones d'action qui manquaient. Donc, c'était à la fois bien, n'empêche un gros travail d'intégrer le plus de NIS 1 par rapport à NIS 2, enfin de NIS 2 par rapport à NIS 1, et de se dire, bon, on commence par quoi, on fait quoi, etc. Mais ça, on aura certainement l'occasion d'aller un peu plus loin ensemble. Donc voilà, il y avait du plus positif, pas du plus
négatif, pour le dire Oui, comme ça. et c'est vrai, et quand on en parle, c'est toujours: «Oui, mon Dieu, c'est compliqué, ça va nous demander des budgets», c'est oui, sauf que si vous faites pas ça, les amis, vous êtes beaucoup plus exposés aux cyberattaques et finalement, ça donne au moins une norme, ça donne au moins un minimum pour alors certaines entreprises dans certains secteurs comme Infrabel ou le secteur financier ou le secteur des télécommunications. Évidemment, ils avaient déjà un niveau élevé et ça les a moins impactés dans un sens, mais ça offre à tout le monde le même niveau de départ, ce qui va permettre justement que les moins importants soient aussi moins attaqués parce que, hein, on sait qu'ils vont attaquer là où c'est le plus facile. Je voulais rajouter juste un truc, c'est par rapport à une entreprise qui a beaucoup de fournisseurs, pas beaucoup de clients. Donc Infrabel n'a pas beaucoup de clients, mais par contre a beaucoup de fournisseurs. On voyait ça. On voyait que nos fournisseurs nous regardaient en disant, mais enfin, qu'est-ce qu'on doit faire pour satisfaire la sécurité d'Infrabel si on est lié à un gros client comme Infrabel. Et là, au moins, avec NIS 2, on a le même langage. On est tous soumis aux mêmes obligations, avec des tailles différentes évidemment, mais on est tous soumis aux mêmes obligations et on a le même langage, ce que aussi le CCB a su nous apporter à travers son travail. En tout cas, en Belgique, on parle de la même chose. Maintenant, quand je vais voir un nouveau fournisseur ou un ancien, on parle exactement de la même chose. NIS 2 a harmonisé ça pour tout le monde, en fait. Ça, c'est vraiment un avantage aussi. Oui, enfin, on va en reparler parce que tu lances déjà le sujet, toi. C'est un des points importants, justement. C'est toute la chaîne parce que c'est là où ça a posé des difficultés. C'est le maillon principal, il est souvent déjà informé et il a pris des actions. Mais les maillons autour, ça a pour eux été très, très dur et très, très nouveau aussi. C'est là où on va y revenir, mais le travail formidable que le CCB a fait pour préparer, pour guider tous les guides qui ont été mis en place par le CCB pour justement offrir ce niveau minimum de compréhension de NIS 2 et donc d'application. Eh bien, franchement, on n'est pas trop mal, très honnêtement. Donc, ça fait 1 an, mais on voit déjà qu'on progresse dans les différents deadlines qui avaient été établis. Donc, la loi avait dit que jusqu'en mars, en principe, la majorité des organisations devaient s'enregistrer. On voit actuellement sur la plateforme, et c'est les derniers chiffres, on a entre 3900 et 4000 organisations qui se sont enregistrées sur notre plateforme. La plupart sont évidemment des entités importantes, et je pense qu'il y a plus ou moins un tiers, voire un quart qui sont des entités essentielles. Donc c'est un très grand bond par rapport à Nice 1 où il y avait plus ou moins une centaine d'entités. Donc c'est vraiment ça. Ça change beaucoup pour nous, évidemment, du côté supervision, mais pour les différentes organisations concernées, évidemment, ça change beaucoup aussi. Et du coup, on continue en fait sur cette même voie. On voit que les choses se passent bien, on voit que les organisations prennent connaissance du cadre législatif et qui commencent à travailler. On a vraiment mis beaucoup d'importance sur la communication, sur la guidance des organisations. On a organisé des événements pour vraiment sensibiliser toutes les différentes entreprises en Belgique à la venue de Nice 2. On a eu beaucoup de succès, on a eu des milliers de participants aux organisations en ligne qu'on a mis en place. Donc ça, vraiment, on est très content de ça. Et maintenant, ben, en fait, les prochaines choses à venir, c'est tout simplement c'est le contrôle, en fait. Donc maintenant, ils ont un certain délai pour se mettre en œuvre et ils ont jusqu'en 2026 pour arriver à un certain niveau de base. Et puis par après, il faudra évidemment voir de notre côté, est-ce que tout le monde respecte bien les obligations que la loi leur impose. Au niveau européen, on se situe à peu près où? Parce que, soyons clairs, on pouvait déjà être très fiers, on a été le premier pays à mettre en place la loi d'application de la directive et d'ailleurs, si je me souviens bien ou si mon petit doigt ne m'a pas menti, on a aussi été suivis par d'autres qui se sont dit: «Ah, ils ont quand même fait du bon boulot en Belgique, on va aller regarder ce qu'ils ont fait». Ils en sont où à côté? Alors, oui, c'est vrai. Donc, on peut dire qu'en Belgique, on était le premier pays européen à transposer la directive NIS 2. C'est un truc de fou parce que généralement, quand c'est une question de transposition directive en Belgique, on est plutôt dans les derniers. Donc, c'est vraiment super. En fait, les autres pays, c'est un peu, c'est très variable, on va dire. Donc, je pense que maintenant, on a quand même passé la barre des moitiés. Je pense qu'il y a 14 ou 15, voire peut-être 16 pays qui l'ont transposé maintenant, mais il reste encore, je pense, plus que 10 pays qui doivent encore le faire.
Et des grands pays encore, hein. On imagine par exemple la France ou l'Allemagne qui n'ont toujours pas transposé, à cause de différentes raisons politiques évidemment. Mais voilà, donc franchement, on s'en sort quand même assez bien. Et comme tu dis, il y a carrément des gens qui se sont dit, ah, c'est quand même intéressant ce qu'ils font là en Belgique, on pourrait quand même aller voir ce qu'ils font. Et en fait, beaucoup de guidances qu'on a publiées sur notre site, on a eu d'autres autorités d'État membres qui nous ont posé la question s'ils avaient en partie, en tout cas, réutilisé des choses qu'on avait publiées, si ce sont simplement des infographies ou autre chose, voire même toute la guidance pour les mesures de cybersécurité. Donc, à mon avis, on va certainement encore parler plus tard du fameux Cyber Fundamentals Framework. Mais ça, c'est par exemple aussi quelque chose qu'on a su exporter au-delà des frontières de notre pays. Et d'un point de vue pratique, Cédric, parce que toi, tu représentes plutôt la partie, hein, ceux qui appliquent. Dans ce que tu vois chez toi, peut-être même autour, parce que tu m'as dit, vous avez beaucoup de fournisseurs, donc je suppose que vous parlez et que tu peux, sans nous donner de secret évidemment, mais tu peux faire un petit peu plus large sur la situation, mais quels sont les plus grands soucis auxquels ils font face? Et je vais t'en demander deux, tu pourras m'en donner d'autres, mais est-ce que c'est du budget? Est-ce que c'est de la capacité, donc des gens, du recrutement? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que NIS 2 est difficile à mettre en place dans certaines structures? Sur deux niveaux aussi, donc sur le niveau belge et sur le niveau européen. L'avantage d'Infrabel, c'est que nous sommes dans un secteur qui d'office dépasse les frontières, le ferroviaire dépasse les frontières. Donc on a l'occasion de discuter avec nos voisins, voire au-delà. En tout cas, en Belgique, par rapport à la taille d'une entreprise, pour les plus petites, c'est le manque de moyens. C'est de se dire, OK, j'ai compris ce qu'on m'a demandé, les directives sont claires, il n'y a pas énormément de surprises, mais on me demande de le prouver et on ne me donne pas forcément 10 ans pour y arriver. Donc, c'est vraiment le manque de moyens qui fait la différence. Je ne vois pas encore de solidarité inter-entreprise où tu verrais des actions communes qui serviraient à plusieurs, des choses qui pourraient servir un peu de solidarité. Pour les plus grosses entreprises avec lesquelles, évidemment, une entreprise comme Infrabel travaille, là, les moyens sont là. L'autre côté, c'est oui, mais enfin, c'est un coût aussi sur les projets. Donc, si vous me demandez de travailler aujourd'hui sur la cybersécurité et que vos projets sont importants, bon, est-ce qu'on se met d'abord en conformité avec NIS 2 et après on recontinue les projets? Donc, comme ce sont souvent les mêmes personnes qui travaillent sur les mêmes problèmes, soit on n'en a pas dans les plus petites, ou soit elles sont occupées déjà à plein de choses chez les grosses. Donc, c'est une question de budget. On a eu quelques discussions un peu sympathiques pour savoir en fait c'est qui paye les mesures qu'on doit mettre en place en plus. Voilà, enfin ça c'était marrant. Mais sinon, on voit que ça avance en tout cas pour ce que moi je peux percevoir. Infrabel a plutôt tendance à se dire, ben, on va vous aider aussi, peut-être qu'on peut vous aider, peut-être qu'on peut aider notre écosystème de fournisseurs à s'améliorer et à montrer peut-être nous un exemple de comment on a fait en interne pour les aider. En tout cas, on garde vraiment ça en vue pour que tout le monde soit là. Puis quand je vais dans un salon ou dans un forum, ouais, je vois bien qu'il y a encore des gens qui cherchent le moyen, la réponse facile, en fait, le moyen technologique peut-être pour répondre aux objectifs. Et je suis sûr qu'on y reviendra aussi dans notre discussion, mais c'est pas qu'un achat d'une licence ou d'un software ou d'un produit qui va régler les problèmes. Donc ça, c'est un sujet. Et puis au niveau européen, quand on discute avec nos voisins, voilà, ben, ils nous regardent vraiment avec envie, comme disait Stéphane, parce que dans notre secteur ferroviaire, surtout qui est très normé, avoir une norme comme NIS 2 qui arrive avec tout le travail du CCB et une loi, ben, on se regarde et enfin, ils nous regardent et ils nous disent, OK, montrez-nous le schéma comme ça. Quand la loi sera d'application dans notre pays, on saura déjà faire. Ça, voilà, Stéphane et moi avons partagé la scène d'une conférence autour du ferroviaire et organisée par l'ENISA et on voyait que ouais, on nous écoutait. Et maintenant, c'est la même chose chez eux aussi. Chacun a son agenda politique. Et là, l'agenda politique dans les pays voisins, en tout cas dans le secteur ferroviaire, est parfois un peu plus fort que l'agenda de chaque entité qui veut avancer sur sa cybersécurité parce qu'elle voit les risques, elle voit les moyens que ça peut donner, mais c'est l'agenda politique qui bloque un peu. Voilà, si je fais un résumé de ce que moi je perçois. Oui, j'aime bien ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas vu non plus. Moi, je donne des conférences aussi et aussi il y a des chefs d'entreprise sur NIS 2. Et une chose que je leur dis, je dis, mais pourquoi est-ce que vous mettez pas les efforts en commun? Il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire en groupe au niveau de la région, au niveau de votre secteur. Il y a des secteurs d'activité où vous pouvez faire des choses ensemble. Et c'est marrant parce que quand on leur parle de sécurité informatique, ça reste à eux. Ça reste non, je vais pas. Alors que
Alors oui, certains, effectivement, ils n'ont pas tous le même système informatique, ils n'ont pas tous le même fournisseur, mais il y a des choses de base qu'on peut facilement mettre en commun, et certains achats, parce que tu disais c'est pas uniquement une licence, mais parfois ça peut être une licence, et si vous l'achetez à 20, ce serait plus fort pour négocier que si vous l'achetez 20 fois à 1. Et ça, c'est pas encore dans la culture, la sécurité informatique, ça j'ai remarqué. Non, peut-être que ce que ça demande comme transparence pour montrer un peu, peut-être exposer un peu ses faiblesses ou ses lacunes, les choses qu'on sait mais qu'on n'a toujours pas réglées. Voilà, on est parfois surpris de se dire que certains n'ont pas de DR ou d'antivirus ou même de surveillance à travers jusqu'à un petit SOC ou voilà, des choses comme ça. Et que peut-être exposer, c'est difficile. Alors, dans un secteur où on peut partager parce qu'il n'y a pas de concurrence, peut-être que ça marche. Dans un secteur où il y a peut-être un peu plus de concurrence, ça ne marche pas. Alors, juste pour témoigner, on a un petit groupe de travail avec, je ne cite pas les noms, vous les reconnaîtrez facilement, les entreprises qui font du transport public en Belgique. Bon, voilà, il n'y en a pas beaucoup, on est 5. Les régionaux et les nationaux. Et on a un petit groupe de discussion. Comment on fait, comment on peut mutualiser éventuellement des choses à l'avenir. Mais la première chose qu'on a dû régler, c'est, bah oui, mettons sur la table nos forces et nos faiblesses indépendamment du jugement des autres, puisque on est tous soumis aux mêmes menaces, aux mêmes risques, aux mêmes problèmes. Donc, mettons sur la table comment on a fait. Et ça, ouais, peut-être que c'est peut-être un moyen peut-être d'accélérer, mais le partage d'informations, ce serait déjà un point d'amélioration pour tout le monde. Parce que c'est vrai que bon, on a tous les mêmes problèmes. Oui, tout à fait. On a aujourd'hui une institution, enfin une association en tout cas, en Belgique, qui est celle qui hoste ce podcast, hein, qui vous offre l'écoute de ce podcast, qui est la Cyber Security Coalition, où tous les secteurs, quasiment, se réunissent et discutent entre eux sans langue de bois. Alors évidemment, les choses qui sont discutées entre gens qui se respectent et donc qui ne vont pas aller partager l'information. Je vais passer à une question qui, moi, m'intéresse beaucoup, et c'est Stéphane qui va pouvoir me répondre, mais la réalité, elle est comment? Parce que la directive, allez, je suis désolé, c'est clair, c'est autant d'employés, c'est autant de chiffre d'affaires. Voilà. Tu rentres dans cette catégorie-là ou dans cette catégorie-là. En pratique, ça s'est passé comment? En pratique, notre boîte mail a bien sué, on va dire. On a reçu beaucoup de questions par rapport à ça, surtout après qu'on ait fait nos événements ouverts à grand public. Parce qu'en fait, pour nous, c'est très difficile, voire impossible de connaître chaque situation individuelle de chaque organisation. Donc si quelqu'un vient chez nous, voici ce que je fais, est-ce qu'on est dans le champ d'application ou pas? Pour nous, c'est très difficile de répondre à ces questions. Mais tu as tout à fait raison. En fait, parfois, la directive n'est pas 100% claire, surtout par rapport au champ d'application. Donc, en fait, nous, on essaye de faire notre mieux pour expliquer les règles qui sont derrière. On a fait un document FAQ qui est assez long, mais qui reprend vraiment en détail toutes les questions qui nous ont été posées de manière assez fréquente, comme l'applique le nom, évidemment. On essaie vraiment de voir ce qu'il pourrait avoir derrière. Donc, parfois, il y a des choses que la directive ne dit pas, qu'il faut interpréter. Il y a parfois des concepts qui ne sont pas définis. Pour le calcul de la taille, parfois, il faut prendre en compte aussi les entreprises qui sont liées, des entreprises qui sont partenaires. Il faut augmenter la taille de mon organisation. Parfois, même des petits services qui sont accessoires peuvent être suffisants pour faire tomber toute l'organisation dans le champ d'application. Donc, il y a beaucoup de subtilité aussi là-dedans. Donc, on a vraiment essayé, ici encore, de mettre le package sur l'explication, et on réfère très fréquemment vers ce document FAQ pour montrer aux gens, regardez, c'est très probable qu'il y a déjà une réponse à votre question là-dedans. Donc, c'était pas si simple finalement. Non, c'était pas si simple, mais on fait avec. Donc, Cédric, j'ai une autre question qui m'intéresse. En fait, quand j'ai lu la directive, parce que j'ai lu en entier, c'était finalement plutôt... Ça allait. Le fait que tu as passé toute la première partie sur les définitions, la directive, elle n'est pas tellement longue et elle est relativement claire. Alors, est-ce que tu dois l'appliquer? Parce que là, tu peux te poser d'autres questions. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la sensibilisation. C'est mon domaine, c'est là-dedans que je travaille, qui est devenu obligatoire aujourd'hui. Mais surtout, l'obligation pour la direction des entités qui sont soumises à NIS2 de comprendre les bases de la sécurité informatique. Alors elle dit bien, on va pas en faire des experts, mais il faut qu'ils sachent pourquoi ils payent. Quand on leur propose un contrat, qu'ils sachent comprendre ce que ça coûte et qu'ils sachent comprendre ce qu'ils protègent et ce qu'ils doivent protéger. Dans ton travail, et plus large qu'Infrabel, parce que tu m'as dit, c'est ça qui est intéressant avec vos fournisseurs,
Comment ça a été pris, cette obligation, finalement, pour toute personne qui est assise au bord d'une entreprise, de connaître un minimum la sécurité de cette entreprise? Ah ouais, je peux témoigner peut-être d'un cas favorable, parce que j'ai quand même de la chance d'avoir une direction et un CEO, Benoît Gilson pour ne pas le citer, qui est très ouvert à l'ICT déjà. Il se rend compte que même si on fait du ferroviaire, même si on est dans l'industrie, on n'est pas une entreprise qui fait que de l'IT, on est une industrie, le ferroviaire est une industrie, il est quand même sensible à l'ICT et à travers sa communication personnelle, il montre qu'il est intéressé par l'ICT. Donc là, il y avait déjà un terreau favorable. Et progressivement, on lui a amené les éléments qui lui permettaient de comprendre, vraiment de comprendre pourquoi aujourd'hui l'ICT importante pour une entreprise comme Infrabel était en danger ou en tout cas menacée ou en tout cas il y avait des risques et sans faire peur et sans mettre en première ligne les amendes, les sanctions, les audits, etc. J'ai voulu une communication interne pédagogique qui ne va pas vers tu réussis l'examen parce que tu as envie de réussir et pas parce que tu vas être sanctionné en fait. Et je pense que peut-être qu'on se trompe de temps en temps ou fait peur à un board, à un CA ou un patron ou même à un directeur de l'informatique et un ciseau peut faire peur ou quelqu'un peut faire peur en disant attention si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver, voilà la sanction, etc. Donc on a passé beaucoup de temps à expliquer d'abord c'était quoi donc la cybersécurité et pour arriver à la fin en fait, quand tu m'expliques Nice 2, c'est cohérent. En fait, avec tout ce que tu m'as expliqué avant, Nice 2 n'est que montrer qu'on est capable de faire des choses voilà, qui vont dans le bon sens de la cybersécurité. Et je ne le fais pas pour une sanction. Donc j'ai un terreau favorable, ce qui n'est pas le cas partout. Où, je sens aussi qu'on a besoin parfois de faire un peu peur à certaines organisations qui négligent l'aspect cyber. Et donc les deux sont nécessaires. On a passé un peu de temps aussi à faire de la pratique. Alors, même si tu dis qu'on ne va pas en faire des experts, n'empêche que mettre les doigts dans un incident de phishing, par exemple, comprendre ce que ça veut dire, hein, pas seulement le fait qu'on a cliqué sur un mail, il y a un lien qui s'est ouvert et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'arrière, le derrière, qu'est-ce qui se passe derrière, comment on traite tout ça, comment ça se gère, pour démystifier aussi, pour montrer que la cybersécurité, euh, c'est pas non plus réservé à des super experts dans des caves qui savent eux-mêmes. Non, c'est pas si obscur que ça. C'est pas de la magie noire. Ça reste, Oui. ça reste compréhensible. Et donc on a fait des exercices jusqu'à notre CA, jusqu'à notre conseil d'administration pour démystifier. Donc pas faire peur d'un côté et démystifier de l'autre pour que après ça devienne naturel que bien ouais, ils doivent s'engager. Voilà. Puis on les a écoutés aussi dans leurs incompréhensions. On a pris le temps. On ne les a pas poussés non plus à agir tout de suite. Voilà. Ok, écoute, effectivement, c'est une belle expérience, parce que je connais d'autres entreprises qui ont vécu des choses différemment. Stéphane, il y a une question qui, moi, me brûle les lèvres. Nice 2, il y a deux étapes. Il y a avant, je mets en place, et puis il y a après. J'ai un incident, je dois rapporter dans les 24 heures. J'ai des audits. Alors, on le sait, l'audit, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est que pour les grandes. Et puis les petites, c'est au cas où il y a un problème. Quelle est la proportion plutôt de questions sur, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ou attention, qu'est-ce que je dois faire pour éviter, enfin, qu'est-ce que je dois faire pour être compliant vraiment ou qu'est-ce que je dois faire pour éviter l'amende et la sanction? Tu vois ce que je veux dire? L'avant-après. Est-ce qu'il y a eu une évolution aussi dans le temps? Parce qu'au début, je suppose qu'ils ont dû s'inquiéter de ce qu'il fallait faire. Maintenant que c'est fait, il doit peut-être aussi s'inquiéter de et qu'est-ce qui se passe si? Alors, je pense que si on compare un peu toutes les questions qu'on a reçues, il y a quand même pas beaucoup de questions qui portent spécifiquement sur oui, mais qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas leurs obligations? Probablement parce que les gens savent que s'ils posent la question, ça les met peut-être dans le viseur. Voilà. Mais non, vraiment, la plupart des questions sont qu'est-ce que je dois faire pour être compliant? Mais bon, parfois on a des questions sur des sanctions. Mais alors, ça nous fait un plaisir d'informer les gens qu'au CCB, notre ligne de conduite, c'est pas sanctionner pour sanctionner. Pour nous, c'est très important de collaborer avec les différentes organisations, de les écouter, de voir ce qu'ils font, voir comment ils évoluent à travers le temps. C'est hyper important. Et puis, c'est seulement dans des cas vraiment extrêmes, vraiment dans le dernier ressort qu'on pourrait avoir recours à des sanctions pécuniaires, ceci dit, parce que voilà, il y a encore
tout un tas de mesures administratives qu'on peut prendre entre-temps avant d'arriver jusqu'au fait de devoir payer une somme d'argent. Mais voilà, nous, on essaie vraiment de collaborer au maximum avec les organisations. Et est-ce qu'il y a des sociétés qui sont venues vous voir pour vous demander de l'aide parce que, par exemple, voilà, écoutez, nous, on a fait notre effort, on s'est mis, on est tout ce qu'il faut, mais nos fournisseurs pas, et ça nous pose un problème de savoir que, bah, il y a une porte d'entrée qui se ferme pas là parce que, bah, ils ne mettent pas ou ils ne souhaitent pas mettre en œuvre les actions nécessaires. Est-ce qu'on vous a demandé de l'aide pour ça? D'après ce que moi je sais, ce n'est pas encore arrivé. Après, moi, je suis plus du côté juridique et analyse du texte en général. Peut-être c'est déjà arrivé à mes collègues du service d'inspection, peut-être aussi plus de manière informelle, mais tel quel, je pense pas. En tout cas, j'ai pas encore eu connaissance d'un cas comme celui-là. Et Cédric, vous avez eu des cas ou entendu parler de cas d'entreprises qui s'inquiétaient un peu que leurs fournisseurs, qui avaient des obligations, mais qui sont évidemment plus petits et donc qui ont des moyens moins importants, refusaient ou n'allaient pas se mettre suffisamment à niveau pour garantir, parce que c'est ça le but, hein, à la limite qu'eux soient pas compliant pour NIS2, c'est pas très grave, mais qu'ils mettent ma sécurité en jeu, ça c'est très grave. Non plus, j'ai pas d'exemple de cas comme ça, mais par contre de doute sur la capacité d'un fournisseur, oui, à répondre et ne pas juste, par exemple, montrer un document qui n'est pas une preuve, qui n'est pas une preuve à tout prix. Et donc, c'est toujours le doute, mais s'il m'arrive quelque chose, s'il y a un incident et que ça me touche moi ou ça touche quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je risque vraiment d'abord sur mes systèmes et mes services. Donc, c'est surtout d'avoir des preuves, pas tant sur l'envie de faire ou la volonté de faire ou les moyens à faire, les gens veulent, mais surtout, qu'est-ce que je vais devoir montrer comme preuve. Surtout si je dois avoir après l'intervention du CCB, et c'est pas la preuve que j'avais tous les éléments pour détecter ou pour réagir correctement, pour une compréhension de l'événement. C'est plutôt ça, c'est plutôt dans le doute de comment je mets des preuves que j'ai quand même fait quelque chose. Ouais, c'est surtout ça. Et en plus, vous, si je ne me trompe pas, vos fournisseurs ou vos relations, elles sont européennes, voire internationales. C'est pas uniquement du belge en plus. Donc, heureusement, NIS2 est européen, mais quand on sait que certains pays n'ont pas encore transposé, est-ce que ça crée déjà une différence de maturité? Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est avec l'agenda politique, ça n'empêche pas les gens d'agir, mais ça les empêche peut-être d'être dans le cadre de l'action. Donc, oui, on voit ça, mais après, c'est question de comment je te le montre, comment je peux le montrer, parce que, alors on parle d'audit, mais un audit, ça permet au moins d'avoir un papier qui montre que quelqu'un a vérifié. En plus, si moi je dis que j'ai fait quelque chose tout seul ou qu'un fournisseur me dit qu'il l'a fait tout seul, comment je vérifie que c'est bon? C'est qui l'autorité qui dit que c'est quand même bon. Et on attend jusqu'au moment où il y a un incident pour aller vérifier. Donc voilà, c'est surtout à ce niveau-là. Donc oui, par rapport aux autres pays et aux fournisseurs européens ou extra-européens, c'est à ce niveau-là qu'on discute. Donc ouais, pour vite rebondir sur ce que tu disais par rapport à la supply chain, ici aussi on essaie vraiment un maximum de mettre en avant le Cyber Fundamentals Framework. Parce que c'est tout à fait vrai, pour une organisation, c'est très compliqué d'aller vérifier si un de ses fournisseurs respecte bien ses obligations. Forcément, on peut essayer contractuellement d'imposer certaines obligations. Et là encore, parce qu'avec les rapports de force, c'est pas toujours facile. Et puis encore moins de dire oui, bonjour, nous on va venir dans votre organisation, telle et telle date, on va venir faire coucou, vérifier. Voilà quoi, non. Donc ce que nous on essaye de dire, c'est que, eh bien, dites à vos fournisseurs de vous faire certifier, de se recevoir un label Cyber Fundamentals Framework. Pourquoi? Parce que alors, s'ils ont un label, vous êtes sûr qu'il y a un organisme externe qui a fait la vérification chez le fournisseur. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas d'obligation de contrôle à faire, alors qu'on sait évidemment que NIS2 oblige les organisations d'assumer la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement. Et là, voilà, comme je dis, vous êtes beaucoup plus tranquille, vous pouvez dormir la nuit et vous ne devez pas vous tracasser de ça. Alors, puisque le sujet maintenant a été lâché, je vais quand même poser la question. La première question, c'est qu'est-ce que c'est que ce Cyber Fundamental Framework?
Et comment est-ce qu'on... Je sais que vous avez fait beaucoup de travail et je vais mettre tous les liens du CCB, votre FAQ et vos documents dans les notes de l'épisode parce que tous ceux qui nous écoutent vont vouloir y retourner. Donc ça se retrouvera là. Sinon, ça se trouve sur le site du CCB, vous savez le trouver. Mais Stéphane, rapidement, est-ce que tu peux nous rappeler les bases du Cyber Fundamental Framework? Oui, c'est ça. Donc, nous, ce qu'on a fait au CCB, c'est qu'on a vu qu'il y avait déjà beaucoup de standards, beaucoup de normes qui existaient par rapport à la cybersécurité. Donc, on a pris les quatre cadres, les cadres référentiels les plus utilisés couramment. On a pris NIST CSF, on a pris ISO 27001, on a pris SysControls et puis on a pris... il vient de me montrer là, Alexandre, vous ne le voyez pas malheureusement, mais lui, il a la version en papier. Et on a pris IEC 62443 et on les a mis ensemble, on les a mélangés. Et on s'est dit, ben, on va prendre le meilleur de tous les mondes. Et on a regardé, OK, quelles mesures est-ce qu'on pourrait reprendre dans le référentiel. Et puis on s'est dit, ce serait quand même intéressant d'avoir un cadre qui soit adapté à la situation des organisations en Belgique. Donc on s'est dit, ben, en fait, on a déjà des données par rapport à ça. Parce qu'au sein du CCB, c'est évidemment la partie contrôle, la partie supervision, mais on a également notre département de réponse aux incidents, notre département CERT. Et ceux-là, ils savent quelles mesures sont nécessaires pour éviter les attaques que les organisations ils encourent tous les jours, malheureusement, au sein de la Belgique. Donc on a croisé ces différentes données et le résultat, c'est une liste de mesures à implémenter avec la guidance qui va avec, ça c'est très important, pour ce qu'il faut faire en pratique pour vraiment protéger son organisation. Et puis, forcément, souvent les organisations nous posent la question, avec quoi est-ce que je peux commencer? Et pour faciliter encore cette affaire, quelque chose qui est essentiel dans le Siphon, comme on l'abrège, c'est les mesures clés. Donc, s'il y a vraiment des mesures sur lesquelles il faut vraiment se concentrer, c'est les mesures clés. C'est d'ailleurs ça qui sera contrôlé en premier, si jamais il devrait y avoir une inspection. Et donc, sur base de ça, les gens savent, OK, ça c'est vraiment les points sur lesquels je dois me concentrer. Et puis, on a aussi toutes sortes de templates qui sont disponibles sur notre site internet pour faciliter aussi les premiers pas, l'écriture de politique, de procédures et des choses comme ça. Souvent, là aussi, les gens ne savent pas par quoi commencer. Donc, on essaie vraiment de les accompagner par rapport à ça. Et je confirme, ce document donc, que j'ai sous les yeux, parce qu'effectivement, vous ne l'avez pas vu, mais moi, je faisais le clown avec le document devant la caméra de mes deux intervenants. C'est super bien fait, parce que tout est détaillé sujet par sujet, et donc, vous ne devez peut-être pas tout lire, mais si vous avez besoin de la réponse à un sujet, vous allez la trouver, et ça, c'est super clair. Je le répète, je vais mettre les liens dans les notes de cet épisode, mais allez voir les documents qui ont été faits par le CCB, ils sont très bien faits, et maintenant, vous le savez, c'est même devenu une référence au niveau européen. Alors, on va continuer un petit peu. Nice 2, bon, on en a parlé. Je pense que les gens qui nous écoutent savent un petit peu de quoi on parle et ce que c'est. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi d'autres normes qui viennent se rajouter, se mettre à côté. L'ISO 27001 et puis pour le secteur financier, parce que c'est pas de raison qu'ils n'aient pas le droit à un truc à eux, DORA. Où est la place de Nice 2 en fait au niveau de toutes ces autres réglementations au niveau européen? En fait, si je peux répondre, NIS 2, ça essaye vraiment d'établir le cadre horizontal pour un peu toutes les organisations d'une certaine criticité au niveau européen. Donc, c'est censé être la base commune, un peu le socle de tout le reste qui construit dessus. Par contre, maintenant, avec DORA, ce qu'ils ont dit au niveau européen, c'est que c'est un truc particulier, un truc à part. C'est ce qu'on appelle un lex spécialiste, si on veut utiliser le bon terme. Et donc, en fait, toutes les organisations qui tombent à la fois sous NIS 2 et sous DORA, il faut respecter uniquement les obligations de DORA. À part l'enregistrement sur le CCB, mais c'est un peu accessoire pour cette partie-là. Et puis, si on regarde ISO 27001, on avait déjà dans le cadre de NIS 1 mis en avant en Belgique ISO 27001 comme moyen de prouver sa conformité. Et pour cette raison historique, on l'a gardé. Donc, il est tout à fait possible encore aujourd'hui, si on est déjà inscrit dans un parcours ISO 27001, de l'utiliser pour prouver qu'on respecte ses obligations en NIS 2. Par contre, il est important que le champ d'application de ISO 27001, c'est bien toute l'organisation et qu'on ait bien les bonnes mesures qui correspondent aux mesures NIS 2 qui sont choisies dans le cadre de référentiel, vu que c'est quand même assez facile de faire du pick and choose, comme on dit dans le cadre de ISO 27001. Il faut évidemment s'assurer qu'on ne certifie pas sa machine de café uniquement et puis qu'on veut bénéficier d'une présomption de conformité, comme on le dit dans le cadre de NIS 2.
Et c'est très juste d'ailleurs, c'est très bien parce que ça m'amène à ma prochaine question pour Cédric, mais comment est-ce qu'on construit une approche NIS 2 durable? Oh, certainement étape par étape, parce que tout manger en une seule fois, c'est pas possible. Euh, J'ai une très bonne réponse. évidemment. Celui qui dit le contraire, je le rencontrais, parce qu'il a trouvé la formule magique. Non, mais aussi, donc, il y a les fondamentaux qui sont inévitables. Il faut d'abord être sûr d'avoir les fondamentaux, Stéphane l'a dit, qui sont là. Et les fondamentaux de la sécurité, on ne les construit pas non plus sur un périmètre qu'on ne maîtrise pas. Donc, je pense qu'avant d'arriver à implémenter durablement, il faut aussi que son périmètre soit durablement sous contrôle. Et puis, pas seulement des contrôles durables, mais une organisation durable aussi. Donc, il faut aussi s'assurer que l'organisation est construite pas uniquement pour répondre à un moment donné à NIS 2, mais intègre carrément NIS 2 dans son fonctionnement au quotidien. Je disais, d'abord, ces deux choses-là, c'est comme apprendre à lire et à compter ou à écrire. Après, on peut faire des romans, on peut faire plein de mathématiques, mais d'abord les fondamentaux. Si vous avez déjà ça, alors NIS 2 sera durable, je pense. Si vous ne l'avez pas, faites d'abord ça. Faites d'abord les fondamentaux d'organisation et puis rajoutez des moyens techniques et humains en plus pour que ce soit peut-être plus efficace ou pour aller plus vite ou pour anticiper mieux, mais pas chercher à être directement NIS 2 full complet tout de suite pour toujours, ça ne marchera pas. D'ailleurs, dans 2 ans, on fera peut-être NIS 3 ou on fera une autre version parce que le monde aura changé ou on fera des J'espère que non. amendements. Oui, je caricature, mais voilà. Mais je peux te Un dire que oui. exemple, Et dans on celle-là, pourra il y en aura redébattre. beaucoup plus d'entités qui seront comprises dedans parce qu'un jour, le jour ou l'autre, il faudra que toute entité physique, pardon, morale, pardon, toute entité morale ait un minimum de protection. Et donc, il faudra un NIS global. Le final NIS, si tu veux, qui va dire à tout le monde, ouais, voilà vos applications. Et vous, mesdames et messieurs, qui êtes des particuliers, vous devez sécuriser votre Facebook, vous devez sécuriser, parce que finalement, on est tous responsables. Si mon email est mal protégé, mon email personnel, c'est peut-être ma boîte qui va se faire attaquer. De là, c'est peut-être le concurrent ou le fournisseur qui va se faire attaquer. Et finalement, à un moment, parce que c'est ce qu'on a vu entre NIS 1 et NIS 2 au niveau des entreprises, c'est qu'on a élargi le scope. NIS 3 va élargir le scope. J'en suis certain, mais on en reparlera dans quelques années, on fera un épisode spécial pour ça. Donc, si NIS 2 nous oblige à mettre des fondamentaux et avoir un panel de contrôle et de mesures organisationnelles et techniques, ça, pensons-les pour qu'elles soient inscrites dans l'organisation, que ça devienne la culture de l'entreprise. Et en fonction de la taille, vous pouvez décider si la culture est facile ou pas à changer. Une entreprise comme Infrabel, c'est 10 000 personnes. Donc, changer la culture, c'est adapter la direction d'un paquebot. C'est pas changer la direction d'un petit canot à moteur. Et je ne mets pas d'échelle de valeur dans les différentes entreprises, c'est juste la difficulté de le faire. Donc faites-le au bon endroit. Donc, par exemple, un exemple pour moi, les ressources humaines font partie de mon scope. J'ai besoin de mes collègues des ressources humaines pour recruter des gens qui demain, je ne devrais pas leur expliquer 1000 fois pourquoi on a des mesures de sécurité, de protection, de surveillance, de formation obligatoire, etc. Ce sera ça. Et puis, j'ai besoin de mes collègues des finances aussi qui doivent comprendre que ça se planifie aussi. L'inconnu, ça se planifie. L'inconnu, de plus en plus, on doit prévoir l'inconnu. Donc, il faut aussi mettre les moyens. Et donc, si c'est inscrit dans l'organisation, ce sera durable dans le temps. Si c'est juste un one-shot, ce sera difficile. Le one-shot est accessible, mais Merci, réponse ce sera acceptée. C'est difficile. pas une question facile. Merci. Stéphane dit on n'est pas tout à fait d'accord sur un NIS 3 plus tard. Moi, j'y crois, mais on verra bien. On ne sait pas qui a raison, puis c'est pas ce qu'il y a. C'est pas toi qui dois faire le travail de transposition. Hein, c'est pour ça. C'est surtout ça, c'est qu'il a peur de devoir recommencer. Il n'empêche. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à NIS 2 dans les 6-12 prochains mois? Alors, je suppose les premiers audits. À partir de quand est-ce que le CCB veut planifier les premiers audits? Je veux pas la date ni qui, hein, mais à peu près. Ce serait certainement en 2026 ou en 2027. Donc, je l'avais évoqué déjà tantôt, mais il y a d'un côté un peu le deadline pour arriver au niveau basique. Je pense que ça, c'est en avril 2026, je me rappelle bien. Et puis, pour arriver au niveau final où l'organisation doit être en fonction de son analyse de risque, là, on est en avril 2027.
Donc il y a quand même encore un certain temps avant d'y arriver, ce qui n'empêche pas qu'actuellement, il y a déjà des contrôles qui sont effectués. Donc s'il y a un incident, il y a déjà des questions qui sont posées. Euh, Comment est-ce que vous allez faire pour tout simplement que ça ne se produise plus? Est-ce que vous avez la MFA sur toutes vos connexions extérieures? Ça, c'est un peu la question qui revient à chaque fois. Et c'est une question quand même très fondamentale. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas la MFA sur vos comptes des réseaux sociaux, mettez-la s'il vous plaît. Euh, mais oui, sinon, oui, les prochains mois, ils vont révéler aussi les premiers audits vraiment Siphon. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'organisme d'évaluation de la conformité pour Siphon qui a été autorisé pour travailler. C'est en cours, hein, pas trop s'inquiéter. Mais pour ISO 27001, il y a déjà du travail qui est en train d'être fait parce qu'on a en fait on a en fait sur le site du CCB une liste de CAP, comment on les appelle, donc des organismes d'évaluation de la conformité, qui eux sont autorisés à le faire dans le cadre de NIS 2. Donc pour ISO 27001, ils sont déjà là. Pour Siphon, ça va suivre. Et puis on va voir arriver les premiers labels Siphon aussi qui vont être divulgués au public. Est-ce que vous avez prévu, parce que bon, les premiers audits vont révéler un certain nombre de manquements, pas que les entreprises les fait volontairement, mais il y a des choses qui sont peut-être passées à la trappe ou qui ont été mal comprises. Est-ce que vous avez prévu de vous servir des enseignements des premiers audits pour continuer à prêcher la bonne parole? Il est possible que vous découvriez quelque chose que personne n'avait encore, ou en tout cas sur lequel on n'avait pas encore mis la main et qui finalement peut aider les autres, de manière tout à fait involontaire, hein. Je dis pas que les entreprises aient fait exprès d'oublier des choses. Oui, c'est sûr que si on fait dans le cadre de nos inspections, si on remarque qu'il y a vraiment des éléments qui manquent, on pourrait toujours songer à peut-être mettre à jour la guidance du Siphon. C'est pour ça que le framework, il se veut vraiment évolutif. Donc, c'est pas censé rester un one-shot et puis un papier qui bouge plus, mais en fonction de l'input qu'on reçoit de manière permanente, eh bien, ça évolue, ça se met à jour. Et donc, oui, ce serait clairement une possibilité si on remarque quelque chose, oui. Et Cédric, il y a un truc qui revient souvent quand on parle de cybersécurité, c'est le SOC. SOC interne, SOC externe, est-ce que c'est nécessaire? Quel est ton point de vue sur ce point-là? Et qu'est-ce que c'est que le SOC? Pour les gens qui nous écoutent, qui ne sauraient pas ce que c'est d'ailleurs, tant qu'à faire. Ah ben voilà, c'est peut-être par ça qu'il faut commencer. C'est d'abord de quoi on parle quand on parle d'un Security Operation Center ou d'un Cyber Security Operation Center. Là, il y a plein de définitions sur Internet de plein de choses. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous en faire une, il vous en fera plusieurs différentes. Moi, je me suis fait la mienne pour essayer d'avoir un fil rouge et d'utiliser le mot SOC avec une définition qui donne du sens dans les objectifs qu'on met derrière. Alors, il y a sécurité, donc c'est d'office lié à surveiller le périmètre de sécurité d'une entreprise pour pouvoir, en termes d'opération, détecter si quelque chose dévie par rapport à le fonctionnement normal, le comportement normal des utilisateurs, des systèmes, des services. Et c'est un centre, donc c'est d'office une organisation qui a plusieurs moyens à sa disposition. Donc c'est comme ça que je l'ai défini. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire, on voit à la télévision des gens derrière des grands écrans en train de regarder des murs d'écran, des alertes, des murs d'écran, des trucs, voilà. Donc c'est pas ça. Mais ça en fait partie aussi, mais c'est pas que ça. Ou alors on voit des gens débarquer avec une seule valise capable de faire l'analyse d'un incident et de retracer. Voilà, donc c'est pas ça non plus, mais c'est ça aussi, tu vois, c'est ça aussi. Ou c'est des gens qui viennent faire du pen testing d'une entreprise et qui vous font un rapport pour dire attention, je suis rentré par là, regarde, j'ai volé les comptes et les credentials du responsable des finances et j'ai dit regardez ce que vous devez faire, etc. Donc c'est tout ça et c'est pas ça parce que concrètement, ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin, et du périmètre que l'on doit surveiller. Alors vous surveillez pas un appartement comme un château avec un parc, ou vous ne surveillez pas une maison 4 façades comme une maison avec 2 façades. Ça dépend où vous habitez. Si vous habitez à côté d'une zone où il y a beaucoup de passages, contrairement au milieu de la forêt où vous ne surveillez pas la même chose. Donc il faut d'abord définir ce que l'on veut surveiller. Et donc derrière la définition que je fais, c'est quoi exactement ce qu'on veut faire. Avant de se lancer dans « je vais faire un cahier des charges pour avoir un partenaire qui va m'offrir tout le catalogue de ce qu'il est capable de faire » et en fait, j'en ai pas vraiment besoin. J'en ai pas vraiment besoin. Donc, moi, pour une entreprise comme Infrabel, pour donner une définition un peu plus de détails, nous ne sommes pas une entreprise exposée
beaucoup à Internet. On n'a pas beaucoup de services qui sont exposés à Internet. Par contre, on a beaucoup d'IT interne et beaucoup d'OT vieillissants. Donc notre SOC, il va s'assurer que notre périmètre et notre posture de sécurité est cohérente par rapport à la menace qui pèse sur nous. Et il va surveiller en continu, en récoltant des logs, en intégrant des règles de détection. Là, il y a des outils derrière, il y a des SIEM par exemple, des Security Information Event Manager, etc. Mais ça, c'est de la technique. Il va surveiller ce qui est important pour nous. Et le comportement normal de nos utilisateurs, le comportement normal de nos systèmes. Et s'il détecte quelque chose, alors il va s'assurer de déclencher les opérations de la réponse et de s'assurer qu'on va jusqu'au bout de la réponse aussi. C'est pas juste, je sais, il y a quelque chose qui se passe, mais qu'est-ce que je fais après? Quelles instructions je donne aux collègues qui vont devoir peut-être débrancher un système, changer des comptes, relancer un peu plus d'investigation en détail. Et donc, c'est toute une organisation d'abord. C'est pas des outils techniques et c'est pas un catalogue de capabilities qu'un fournisseur pourrait vous vendre. Et c'est pas quelque chose qu'on achète et qu'on oublie. C'est quelque chose qu'on regarde tous les jours aussi. C'est un nouvel outil pour regarder tous les jours comment le périmètre fonctionne. Eh bien, moi, dans mon projet SOC aujourd'hui, je suis plus ou moins à la moitié d'un trajet de 2 ans de mise en œuvre. Il me reste encore quelques trucs à faire. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ce que je me rends compte, c'est que le SOC m'a permis d'avoir plus de visibilité sur mon existant. Et donc de corriger à la base mon périmètre avant d'aller chercher un incident super compliqué avec des attaquants qui sont super motivés, etc. Ça m'a déjà permis de mettre de la visibilité et de parler en interne avec mes collègues des mesures de protection, des mesures de détection et de correction, en fait, des choses de base. Voilà. Et on parlait de MFA tout à l'heure. Se rendre compte que certaines applications ne sont pas couvertes par du MFA, ça aide. Savoir qu'on utilise mal le MFA, ça aide aussi. Et donc, surveiller une mesure qu'on pense être bonne, ça aide aussi. Et donc, ça permet d'avoir de la visibilité. Donc, si je résume, c'est de dire, j'ai des lunettes. Mon SOC, c'est des meilleures lunettes sur le périmètre d'Infrabel et que j'aurai jamais 10 et 10 parce que je suis myope. Par contre, j'irai jamais rouler en vélo dans Bruxelles sans mes lunettes parce que je sais que je vais avoir un problème et donc c'est mes lunettes. Mais si je tourne pas la tête, je les utilise mal. Donc c'est tout un ensemble de choses. C'est pas un produit qu'on achète sur le marché et c'est pas quelque chose qui fait tout et on l'oublie. Alors, un autre truc que je voulais dire, c'est interne ou externe, pardon. Faites pas en interne, c'est un métier. Ah oui, je pense, oui. Ne vous lancez pas dans un truc. Après, ça dépend de la taille, mais si vous êtes d'une certaine taille, faites-vous aider par des gens qui le font, mais sachez ce que vous demandez. Il faut savoir ce qu'on demande, donc pas tout le catalogue, par rapport à son périmètre, mais faites-le faire par d'autres personnes. Ça coûte cher de le faire en interne. Ça va tellement vite que d'avoir le bon outil qui sera encore capable de faire de la surveillance, de la détection de main, c'est compliqué. Donc, faites-vous aider. Merci. Réponse complète sur le SOC. On va pouvoir faire un épisode juste là-dessus avec ta réponse. Stéphane, avant de conclure, il y a quand même des petites choses un peu croustillantes, inattendues, des choses que vous avez découvertes avec l'application Nice 2. Tu peux partager certaines choses pas trop secrètes? Mais tu ne parles pas d'Infrabel, s'il te plaît, Stéphane. Peut-être quelque chose d'assez intéressant qui est peut-être un peu méconnu par le grand public, c'est que Nice 2, c'est pas que les entités essentielles et les entités importantes, les missions du CCB, etc. Une petite partie de Nice 2, c'est aussi les hackers éthiques. Et donc, il faut savoir qu'en Belgique, on n'est pas seulement super par rapport à Nice 2, on est aussi très super par rapport aux hackers éthiques. Et donc, on est un des seuls pays européens qui a un cadre légal qui permet légalement aux chercheurs de notifier, de signaler des vulnérabilités qu'ils trouvent dans des systèmes, des organisations qui sont en Belgique, sans que l'organisation ait nécessairement donné son accord préalable. Et donc c'est assez révolutionnaire dans le domaine. On a des conditions strictes, évidemment, donc le hacker, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas lancer... Rien casser, surtout. Non, rien casser, pas une grosse attaque DDoS, pas du phishing ou des choses comme ça, c'est pas interdit. Ça, c'est interdit. Mais ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut rester dans un cadre proportionnel. Il faut rester dans seulement ce qui est nécessaire pour arriver à ce qu'il a envie de démontrer. Rester toujours à une petite échelle. S'il remarque que quelque chose fonctionne, il ne faut pas aller plus loin.
Et alors, il fait un signalement au CCB, un signalement à l'organisation. Nous, on se met entre les deux, entre l'organisation responsable concernée, entre le hacker éthique. Et puis, nous, on joue un peu l'intermédiaire pour essayer que l'organisation puisse, en fait, corriger cette vulnérabilité. Et donc, c'est un cadre assez intéressant qui est juste dans un petit article ou deux, je pense, de Nice 2, qui est un peu caché, mais quand même quelque chose qui est assez intéressant. Oui, et en plus, effectivement, maintenant que tu le dis, je ne l'avais pas vu. Donc, Ah, bah voilà. j'ai beau dire, j'ai lu Nice 2, bah non, apparemment pas tout. Parce que ça m'a échappé aussi. Eh bien, merci messieurs. Donc, on est 1 an plus tard de Nice 2. On va pouvoir en refaire un 2 ans plus tard parce que finalement, dans 1 an, il y aura encore d'autres nouvelles, je dirais pas obligations, mais de nouvelles étapes. Merci à tous les 2 pour votre participation à cet épisode de CyberTalk sur les 1 an de Nice 2. Sachez que si vous nous écoutez, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la coalition sur son site internet qui est www.cybersecuritycoalition.be. Le lien sera évidemment dans les notes de l'épisode avec les liens du CCB et les documents qu'ils ont préparés qui sont vraiment bien faits. Si vous n'êtes pas membre de la coalition, ça n'est pas grave. Vous trouverez toutes les informations pour le devenir sur le site de la coalition. Et pour ma part, eh bien, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant quand est-ce que vous nous écoutez. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de CyberTalk. Prenez soin de vous et de votre sécurité en ligne.